Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Myriam Hamad. Je travaille pour l'agence de design Où sont les dragons. Et avec l'Université de la pluralité, on a donc conduit ces derniers mois une mission de design et de prospective sur le sujet de adapter Paris au défi du vieillissement à l'horizon 2050. Concrètement, la prospective, en fait, c'est un moyen qui permet d'explorer des futurs qui pourraient exister. Et en fait, on utilise des outils du design qui permettent d'en rendre compte. La méthodologie qu'on a appliquée, en fait, elle s'est construite en deux phases. Une première phase d'enquête, où on a fait des entretiens collectifs avec des Parisiennes et des Parisiens. On a, nous aussi, bâti une revue de littérature qui nous a permis d'aborder et de connaître les tendances à l'horizon 2050. Et en fait, cette première matière, elle nous a donné une cartographie des besoins des seniors actuels, mais aussi futurs. Et ensuite, la ville de Paris a décidé, pour la phase de conception, que l'on se focalise sur la thématique anticipée pour mieux vieillir. Et quand on parle en fait de phase de conception, c'est vraiment la phase fictive de la mission, où on imagine des dispositifs qui pourraient exister et qui ont vocation en fait à faire réfléchir. Donc, la première phase d'enquête dont je vous parlais, elle nous a permis d'identifier 4 grands moments de vulnérabilité des personnes vieillissantes. Un moment qui est celui de l'évolution de ses capacités financières, qui correspond généralement au moment du passage à la retraite. Peut arriver aussi donc une évolution des capacités physiques, cognitives, et un moment très difficile pour les individus qui est celui de la perte d'un proche, en particulier quand il s'agit d'un conjoint ou d'un partenaire de vie. Sur l'évolution des capacités financières, en fait, à chaque fois dans les besoins, pour pouvoir créer les besoins futurs, on a noté les inconnus ou les craintes sur l'avenir des individus. On a aussi étudié les tendances qui étaient potentiellement influentes et on a étudié les besoins en fait, qui étaient donnés par les Parisiennes et par les Parisiens. Par exemple, une des inconnues qui existe sur l'avenir, donc en 2050, ce sera l'âge du départ à la retraite. Donc en termes de besoins futurs, ça demande en fait peut-être d'avoir des aides financières supplémentaires ou en tout cas un accompagnement à la gestion de ces ressources financières et à la prévoyance. Mais il y a aussi un besoin potentiel d'avoir des nouveaux lieux ou des espaces où cette question-là, elle est discutée. Sur l'évolution des capacités cognitives, donc on sait qu'il y a un réchauffement climatique, on en mesure aujourd'hui les impacts, on n'en connaît pas tous les impacts non plus pour l'avenir, mais en termes de besoins futurs, on voit bien qu'il y a un sujet sur le fait de pouvoir adapter l'environnement urbain, de pouvoir adapter le mobilier urbain, de pouvoir adapter aussi les logements même des individus. Et donc c'est un sujet qui permet voilà, de creuser et d'identifier ce type de besoins. Sur l'évolution des capacités cognitives. Donc, en termes de tendance, on voit que la santé mentale et le care sont des sujets qui viennent petit à petit irriguer les débats sur les services publics. Et donc, potentiellement, à l'avenir, ce sera un sujet qui fera aussi partie de l'action publique. En termes de besoins, ce que ça a fait ressortir, c'est l'institutionnalisation potentielle du rôle des aidants. C'est aussi un besoin de reconnaissance de la famille choisie des individus. Et puis, je n'arrive pas à lire le dernier, mais il me semble que c'est un besoin d'évaluation d'accès des individus aux différents dispositifs qui existent et qui sont présents par la ville de Paris, qui sont portés par la ville de Paris. Sur le sujet donc de la perte d'un proche, en termes d'inconnus, on voit bien que les législations sur la fin de vie, elles évoluent. On voit aussi qu'il y a des pratiques alternatives funéraires qui se développent. Et puis en fait, qu'il y a des nouveaux sujets qui arrivent aussi avec le développement de l'intelligence artificielle et la question de la mémoire finalement post-mortem. Donc en termes de besoins, en fait, ça nous amène à se dire qu'il y a besoin de nouveaux espaces ou de nouveaux lieux qui permettent d'avoir un patrimoine immatériel des différentes mémoires des Parisiennes et des Parisiens, mais qu'il y a aussi en fait un besoin d'avoir des groupes de parole qui puissent exister et qui puissent permettre d'ouvrir la discussion sur ce sujet du deuil qui reste aujourd'hui un tabou de la société. À la suite de cette cartographie, on a donc conduit des ateliers prospectifs qui ont été menés par l'Université de la pluralité. Donc avec l'ensemble des participantes et des participants, en fait, on les a fait réfléchir au monde de 2050.
Donc, au cours d'une journée, ils ont pu, à partir de jeux de cartes, donc un jeu qui s'appelle notamment Narratopia, pouvoir créer des récits fictifs et petit à petit venir construire un monde de 2050. Donc, en termes de résultats, c'est là où on passe vraiment dans la partie fictive. Nous, on a proposé donc, une politique publique fiction. Cette politique publique, en fait, elle s'insère dans un cadre prospectif qui est celui de Paris 2050, donc un Paris 2050 que nous, on a imaginé. On sait par exemple que Paris en 2050, il y aura beaucoup plus de personnes de plus de 60 ans et surtout de plus de 75 ans, parmi lesquelles un certain nombre de femmes. On sait aussi que la ville, elle se sera probablement adaptée au changement climatique. Donc on aura une ville qui sera plus végétalisée. Et avec nous, l'idée qu'on propose, mais qui rejoint en fait des actions qui sont déjà présentes dans la stratégie résilience, mais avec peut-être des quartiers ou des arrondissements où il fera bon vieillir à Paris, puisqu'on y trouvera des espaces refuges, des îlots de fraîcheur et un certain nombre de services de santé et de proximité dans un périmètre donné. Donc, le programme fictif qu'on a proposé, il s'appelle Les jours qui viennent. Donc, Les jours qui viennent, c'est un programme d'expérimentation qui serait porté par la ville et qui viendrait en fait chapeauter 3 nouveaux dispositifs. Parmi ces 3 dispositifs, on retrouve les compagnons de vieillesse. Donc, les compagnons de vieillesse, c'est un nouveau métier. L'adresse des jours qui viennent. L'adresse des jours qui viennent, ce serait un nouveau lieu. Et enfin, on aurait le dispositif Entretemps, qui serait donc une plateforme valorisant les compétences des personnes vieillissantes. Donc, sur les compagnons de vieillesse. Donc en fait, c'est un métier qu'on a pensé comme étant ni celui d'assistant social, ni celui d'aide à domicile, ni un métier médicalisé, mais plutôt un métier qui propose une approche différente de confiance avec les personnes vieillissantes. L'objectif, en fait, c'est que chaque personne qui en ressent le besoin, lorsqu'elle vit des transitions de vie qui sont particulièrement difficiles ou qu'elle sent qu'elle vit des moments de vulnérabilité, puisse être accompagnée, puisse rencontrer quelqu'un, discuter de ces sujets-là. Et la personne en face, donc les compagnons de vieillesse, eux, leur rôle, c'est de pouvoir poser un premier diagnostic sur les différentes vulnérabilités identifiées et en fait de venir accompagner les individus pour qu'ils puissent trouver les bons dispositifs et en fait construire une sorte de plan personnalisé de vieillissement. Donc là, vous avez en fait un exemple d'une fausse affiche de communication pour pouvoir rencontrer son compagnon de vieillesse. Le deuxième dispositif, donc, c'est l'adresse des jours qui viennent. Il vient vraiment en complément du premier, puisque l'adresse des jours qui viennent, c'est en fait pensé comme étant un lieu ressource pour les compagnons de vieillesse. C'est-à-dire, lorsque les compagnons de vieillesse identifient des vulnérabilités qui peuvent être spécifiques chez les individus, ils ont la possibilité de leur dire venez dans ce lieu et vous allez pouvoir faire une consultation avec un spécialiste. Les spécialistes, ça peut être un notaire s'il y a des questions de succession qui entrent en jeu. Ça peut être un ergothérapeute si en fait le compagnon de vieillesse se rend compte que l'appartement ou les gestes du quotidien ne sont pas adaptés pour la personne et qu'il a besoin de les revoir. Ou ça peut être aussi avoir une consultation avec un psychologue s'il y a une vulnérabilité qui est détectée. Et enfin, donc, le troisième dispositif qui serait porté par les jours qui viennent, donc ça s'appelle l'Entretemps. Entretemps, en fait, ce serait une plateforme qui serait portée par la ville de Paris et qui faciliterait la mise en relation de compétences de personnes de plus de 50 ou de plus de 60 ans plutôt à l'avenir et des besoins qui seraient émergents ou qui existeraient au sein des associations locales. L'objectif de ce dispositif, en fait, c'est à la fois de permettre de faire connaître aux personnes le tissu associatif local existant et en même temps de valoriser les compétences et de faire vivre aussi les associations qui ont des besoins. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des propositions qu'on a pu faire et qui sont à retrouver plus en détail à travers une exposition qu'on a aussi construite et qui se retrouve dans le forum des seniors dans un autre salon. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. C'est magnifique. Bien, je vais reprendre votre attention
Merci beaucoup. Juste une précision, évidemment, pour que vous ne soyez pas, parce que parfois c'est un peu petit et on ne voit pas forcément tout ce qui est écrit sur les écrans. Donc en fait, vous recevrez par mail l'ensemble des PowerPoint, etc. Donc pas de panique, vous aurez tout ça après cette rencontre. Voilà. J'espère que vous avez réussi à échanger sur une ou deux idées qui vous ont intéressé, interrogé peut-être. Et du coup, je vais commencer évidemment par dire qui nous a rejoints. Peut-être vous les connaissez déjà, mais je vais quand même les présenter. Nadège Guiraud, donc, vous êtes directrice des programmes de la 27e région. Donc, qui essaye de réfléchir sur l'innovation sociale sur différents territoires, mais je vous laisserai le développer. Maëlys Lebaillon, vous êtes directeur général de la CNSA, de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis Marie Villette, vous êtes secrétaire générale de la ville de Paris. Bien, on a eu une présentation sur justement à la fois des constats et aussi des propositions. Il y en a eu plusieurs. Peut-être simplement, j'ai envie de vous dire, voilà, qui a envie de réagir parmi vous sur cette question de comment on peut faire évoluer les services publics pour l'adapter à l'horizon 2050 au vieillissement de la population parisienne. Bonjour à toutes et à tous et merci mesdames les adjointes pour votre invitation à témoigner ici. Pour celles et ceux qui ignorent encore ce qu'est la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, vous connaissez mieux nos grandes sœurs que sont la Caisse nationale d'allocation familiale, la Caisse nationale d'assurance maladie. Nous sommes la dernière née de la sécurité sociale qui s'occupe des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. 43 milliards d'euros de dépenses aujourd'hui, beaucoup plus dans le futur, ça fait partie des sujets qu'on évoquera. La CNSA est évidemment très intéressée sur ces travaux puisque le vieillissement, c'est l'affaire de la sécurité sociale, c'est l'affaire des collectivités, mais c'est aussi l'affaire de tous, et c'est ce qu'on voit finalement, c'est que pour pouvoir vivre chez soi en pleine autonomie, le plus longtemps possible, il ne suffit pas simplement d'avoir des prestations de sécurité sociale, il s'agit d'adapter le cadre de vie. Et c'est ce que vous partagez ici, finalement, c'est la capacité à pouvoir se projeter ensemble. Se projeter, c'est l'affaire des pouvoirs publics, donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui, mais c'est aussi l'affaire des citoyens. Je cite quelques chiffres dont on se rend assez peu compte dans notre quotidien. Entre 2025 et 2030, dans les 5 prochaines années, c'est 150 000 personnes âgées en perte d'autonomie. Pas personnes âgées en perte d'autonomie en plus en France. D'ici 2040, c'est 500 000 personnes âgées en perte d'autonomie en France. Donc ça veut dire qu'en moyenne, dans chaque commune de France, c'est 30% de personnes qu'il nous faudra accompagner. Donc accompagner leur cadre de vie, être en capacité de construire pour elles du sur-mesure très souvent. Ce que vous proposez là, finalement, ça répond à beaucoup d'angoisses de nos concitoyens qui vieillissent. C'est que sera mon avenir? Est-ce que je pourrai continuer à vivre où je vis aujourd'hui? Est-ce que j'aurai des services publics de qualité pour m'accompagner? Comment je trouverai mon information? Qui pourra être là pour m'aider? Je rappelle qu'on a déjà du mal à recruter, vous le vivez déjà, un certain nombre d'entre vous au quotidien. Donc comment est-ce que aussi, on n'en a pas parlé, on fait une politique d'attractivité de ces métiers et de la noblesse qui est la leur aujourd'hui pour construire des solutions de demain. Peut-être un petit élément qui aussi je voudrais partager avec vous, c'est celui des aidants. On a parlé de la place des aidants, de l'aidant familial, naturel. Rappelez-vous que les cellules familiales ont bougé, bougent et bougeront dans le futur. On aura de moins en moins d'aidants, on aura de plus en plus de personnes isolées. Et un des sujets auxquels on doit répondre, c'est cette lutte contre l'isolement. C'est pas parce qu'on est dans une ville et pas en campagne qu'on n'est pas isolé, au contraire parfois d'ailleurs. On a beaucoup de personnes qui aujourd'hui n'ont très peu d'interactions sociales. Donc nous devons aller vers ces publics, construire les solutions. Et à travers les 3 solutions que vous évoquez là, c'est finalement comment on territorialise le plus proche du citoyen cette action, comment on mobilise à la fois des professionnels, mais aussi des aidants, mais aussi des bénévoles, pour que le panel de solutions qui est le nôtre nous permette d'être au rendez-vous. Donc en cela, je partage évidemment ces 3 premières idées prospectives. Ça correspond à beaucoup de choses qu'on est en train de monter sur les services civiques seniors, comment on mobilise la jeunesse pour pouvoir s'investir en service civique auprès de ces publics, comment on adapte le logement, on en parle souvent avec la mairie de Paris, ça fait partie des grands sujets. Et puis plus largement, redire que la CNSA s'occupe des personnes en situation de handicap. Je crois profondément que tout ce qu'on aura réussi à faire pour les personnes en situation de handicap ou pour les personnes âgées en perte d'autonomie s'auto-alimentent sur l'accessibilité des transports, du cadre de vie. Donc on participe à l'ensemble de ces réponses pour l'ensemble de ces populations. Merci beaucoup.
peut-être je vous laisse. Peut-être je peux rebondir aussi, merci beaucoup. Et merci pour l'invitation, ravie d'être ici. Donc, je suis Marie Villette, secrétaire générale de la ville. Donc, j'ai le plaisir et l'honneur de diriger les 55 000 agents de la ville, dont une bonne partie, d'ailleurs, sont déjà en action au quotidien ou tentent de l'être au profit de l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées, des seniors en général, à double titre. D'une part, on a des équipes, vous parliez de monoculture et permaculture, donc je vais reprendre on a un aspect monoculture de la politique senior et on a des équipes extrêmement engagées, investies au service de ces publics et de ces usagers, avec bien sûr toute une politique autour de nos EHPAD, de nos résidences seniors, de nos clubs seniors, de nos paris sport seniors. Enfin voilà, on a des dispositifs qui sont dédiés à ces personnes et on peut toujours, les restaurants Emeraude aussi, on peut toujours les améliorer, des dispositifs aussi d'accompagnement, y compris financiers, par exemple pour les transports, vous l'évoquiez, où la ville accompagne ces publics. Mais je crois que ce qui est important et ce qui fait écho à ce qui nous a été présenté, c'est aussi toutes ces politiques de droit commun qu'on mène et qu'on peut améliorer du point de vue de ce public et qui, en l'améliorant du point de vue de ce public, peut améliorer la qualité de vie de l'ensemble des usagers. C'est la même chose. Et d'ailleurs, il peut y avoir un lien, malheureusement, avec les personnes effectivement en situation de handicap, où on sait très bien que quand on a une politique d'accessibilité renforcée, c'est non seulement les personnes en situation de handicap qu'on accompagne et qu'on aide, mais c'est tous les publics, toujours l'accessibilité physique, pour ne prendre que cet exemple, mais qui est qu'un aspect du sujet, mais évidemment en améliorant l'accessibilité physique de l'espace public ou des transports, par exemple, ce qu'on a fait à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, puisqu'on a rendu l'ensemble des lignes de bus, par exemple, entièrement accessibles. En les rendant accessibles, on facilite la vie, évidemment, des personnes en situation de handicap physique, mais aussi nos seniors, mais aussi les personnes avec poussette, mais aussi les personnes, les femmes enceintes, etc. Donc, cette idée aussi que toutes nos politiques de droit commun doivent aller dans le sens de se questionner là-dessus. Quelques exemples, donc je viens de prendre l'accessibilité. On peut aussi parler de notre politique plus généralement de transformation de l'espace public pour la rendre plus apaisée, réduire la place de la voiture, mais aussi la rendre plus végétalisée, plus fraîche. C'est à la fois une source de résilience, Pénélope Comitès en parlait parfaitement en termes d'adaptation au changement climatique, mais une rue aux écoles, par exemple, dont on ne peut pas dire qu'elle est a priori comme ça conçue, en tout cas dans son nom, comme une rue pour les personnes âgées. En fait, elle est particulièrement adaptée aux personnes âgées parce qu'elle est là aussi généralement accessible. Ça peut être un îlot de fraîcheur en cas de chaleur. Et puis surtout, c'est un lieu de sociabilité. Et on l'a vu, on a eu une très belle étude de l'APUR sur capital social et résilience. Je crois que le Covid en a été un parfait exemple aussi. L'amélioration de ces lieux de convivialité plus ou moins spontanés sont autant de garanties d'une plus grande résilience, d'un meilleur accompagnement, d'un meilleur vivre ensemble. Et donc, quelque part, les rues aux écoles sont aussi des rues aux seniors. En tout cas, on l'espère, et c'est aussi comme ça qu'on les a conçues, avec des bancs, avec des espaces où on peut aussi se reposer et passer un moment agréable. Toujours dans cette idée, je ne vais pas être trop longue, mais de la même manière que une rue aux écoles est aussi une rue aux seniors, de la même manière, on essaye de développer cette notion de multi-usage. On est dans une ville très dense à Paris, avec évidemment un immobilier rare et cher. Donc c'est le sujet du logement, en premier lieu, vous l'avez évoqué. Comment on peut aller toujours un peu plus vers la cohabitation intergénérationnelle qu'on cherche à accompagner, encourager. Et puis dans nos équipements, c'est déjà ce qu'on travaille, mais on peut sans doute là aussi s'améliorer, et ça fait écho à ce qui a été présenté. Par exemple, une école, elle vit la journée, mais le soir, évidemment, il n'y a plus d'écoliers. Donc déjà, on fait beaucoup d'activités dans nos écoles en soirée. On pourrait de la même manière transformer une école le soir en club senior, ou à l'inverse, un club senior à des moments où il n'est pas utilisé comme tel, faire venir d'autres personnes pour aussi avoir ce croisement intergénérationnel. Donc
voilà, je ne vais pas être beaucoup plus longue, mais ce que je trouve intéressant et ce que la prospective nous montre aussi, c'est qu'en travaillant tous les pans de politique publique dans une logique de permaculture, pour reprendre votre terme, on voit bien qu'on améliore globalement la vie. Je peux parler des commerces aussi, quand on encourage évidemment l'implantation du petit commerce à Paris, c'est une source de résilience, c'est une source de sociabilité, c'est une source de praticité pour tout le monde. Et d'ailleurs, on mène un travail là aussi pour mesurer les externalités positives du commerce de proximité, qui n'est pas juste dans le prix des produits, mais vraiment dans toutes les plus-values. Voilà ce que je voulais un petit peu dire sur ce double aspect, à la fois politique publique dédiée, et puis comment on peut embrasser toutes nos politiques publiques sous cet angle-là. Merci beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de propositions dont on reparlera sans doute tout à l'heure aussi, quand on parlera d'urbanisme, la polyvalence de l'utilisation des lieux, la rue aux écoles, etc., des écoles. Bref, on y reviendra. Merci beaucoup. Pareil, je vous laisse peut-être une réponse libre sur la restitution des travaux de Où sont les dragons. Ouais. Bravo à Où sont les dragons et à l'Université de la pluralité, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Alors là, c'était court, mais j'ai eu la chance de lire de prendre connaissance du livrable avant, et c'est très très riche. Et d'ailleurs, j'espère que ça va être très partagé, parce qu'il n'y a évidemment pas que la ville de Paris qui se pose ces questions-là, et j'en appelle à vraiment le diffuser à toutes les collectivités, parce que beaucoup sont concernés par ces questions-là, même si les territoires ne sont pas tous les mêmes. Et évidemment. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, alors nous, à la 27e région, on n'est pas du tout spécialistes des politiques du vieillissement, hein. On est des spécialistes de pas grand-chose, si ce n'est de la transformation de l'action publique et des nouvelles méthodes d'action publique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est le parallèle qu'on peut faire entre l'adaptation au changement climatique et l'adaptation au vieillissement. En fait, entre transition écologique et transition démographique, je trouve que on donne aujourd'hui beaucoup plus d'importance et beaucoup plus de visibilité à la transition écologique. Et il ne s'agit pas de dire qu'on en donne trop, hein, mais je pense qu'on passe un peu sous silence les enjeux liés à la transition démographique. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de travail qui nous est présenté aujourd'hui de ce point de vue-là. Mais j'ai relevé plusieurs points communs, enfin plusieurs parallèles, la dimension systémique, la complexité des enjeux qui s'entrecroisent, d'où la nécessité d'une transversalité. Alors la fameuse permaculture dont vous parliez, Bertrand, en fait, on voit bien que pour relever ces défis-là, il va vraiment falloir sortir des silos de nos administrations et aussi des silos entre acteurs publics et acteurs privés, acteurs associatifs. Là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur des nouvelles formes de coopération et qu'il ne faut pas penser ces services publics juste à l'intérieur de nos administrations. La place pour la recherche et l'expérimentation, je pense que c'est aussi un point commun entre les politiques de transition et ces nouvelles politiques démographiques. La territorialisation, on en a parlé, hein, les enjeux sont très différents évidemment sur un territoire comme le territoire parisien et sur des territoires plus ruraux ou même sur des villes de plus petite taille. La dimension aussi, on voit bien que c'est des politiques qui touchent à la fois aux infrastructures, à l'urbanisme, mais aussi aux services et à finalement des actions plus humaines et plus incarnées et d'innovation sociale également. Et puis, on l'a déjà dit à plusieurs recours, et notamment, on a évoqué déjà 2 fois cette fameuse étude de la PUR là, sur les solidarités de proximité. Et ça aussi, à mon avis, c'est un des enjeux communs entre les défis de la transition écologique et les défis du vieillissement. C'est qu'on voit que la capacité de résilience, elle dépend vraiment de ces solidarités de proximité et de voisinage notamment. Donc voilà, moi, ce que je pense, c'est que dans tous les cas, là je prends vraiment la casquette 27e région, on ne pourra pas relever ces défis-là sans transformer en profondeur l'action publique. Et transformer l'action publique, ça ne veut pas seulement dire créer des nouveaux services publics, ça veut aussi dire penser des nouveaux outils de pilotage, des nouveaux modes d'action, des nouvelles modalités de gouvernance entre la ville et ses partenaires publics et privés. Et donc,
pour aller un petit peu plus loin, il faudrait presque faire une prospective de l'administration qu'il faudrait pour relever, pour mettre en place ces politiques et ces services publics. Nous, à la 26e région, il y a quelques années, on avait un programme de prospective créative de l'administration. Ça peut paraître un peu paradoxal hein, de mettre ces mots les uns à côté des autres, mais c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on pense toujours, hein, on fait de la prospective territoriale, on fait de la prospective sur des enjeux comme là sur l'enjeu du vieillissement, et puis on présuppose que l'administration, elle suivra, et que l'action publique, elle suivra, et qu'elle relèvera ces défis sans avoir à se transformer elle-même. Et en fait, on sait tous que ça ne va pas marcher comme ça. Merci beaucoup. Alors, bon, ça ouvre plein de champs de débat. Peut-être j'avais envie de poser des questions peut-être un peu plus précises. D'abord, peut-être parmi les propositions, on évoque à un moment la question des compagnons ou compagnonnes, et qui en fait ouvre tout un champ de réflexion qui est celui de la pair-aidance, hein, c'est-à-dire comment on s'aide entre pairs, et comment aussi l'institution favorise le fait de pouvoir s'aider entre pairs, ce qui est un autre rôle qu'on peut donner à l'institution. Comment parfois aussi on aide les aidants ou on aide les solidarités à se mettre en place sur un territoire donné. Alors, je ne sais pas qui a envie de rebondir sur ça, ou si vous avez... Je sais que bon, je vous redonne peut-être la parole 2 minutes, mais je sais que vous avez beaucoup travaillé sur cette question de la pair-aidance. Beaucoup non, mais c'est vrai qu'on s'est intéressé déjà il y a quelques années à cette question de la pair-aidance qui aujourd'hui existe déjà dans le champ de l'hôpital notamment, qui est assez quand même émergent encore en France, hein, mais qui s'est développé depuis une quinzaine d'années, qui nous vient notamment du Canada, où ils sont très avancés en la matière. Et c'est vrai que c'est très intéressant, et ça suppose aussi tout un dispositif de formation de ces personnes-là et d'accompagnement de ces pairs aidants, voire il commence à y avoir des patients partenaires, c'est comme ça qu'on les appelle à l'hôpital, et qui sont parfois rémunérés pour partager justement leur expertise d'usagers et de malades en fait auprès de leur pairs, mais aussi auprès des professionnels. C'est ça qui serait intéressant aussi, je trouve, dans cette idée du compagnon ou de la compagnonne, ce serait quelle articulation avec les professionnels et notamment avec les professionnels d'aide à domicile ou de service à la personne. Ça, ce serait intéressant d'imaginer comment ils peuvent se muscler et se monter en compétences réciproquement. Voilà. Bon, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire, hein. On n'est pas des spécialistes. Non, mais en même temps, ça éclaire de ce point de vue-là. J'avais aussi envie de revenir, peut-être, on n'a pas beaucoup de temps, je ne sais pas qui de vous deux a envie de se saisir de cette question, sur la question de la première vieillesse. En fait, est-ce que c'est une nouvelle manière d'appréhender? Alors c'est vrai qu'on voit qu'il s'agit de gens qui ont beaucoup de ressources et qui pourtant sont à la retraite, donc on dit retirés, hein, c'est tout le paradoxe. Est-ce que le concept de première vieillesse, il vous semble opérationnel et intéressant, justement, quand on essaie de réfléchir au nouveau service public? Écoutez, la Caisse, elle est gestionnaire aussi d'un risque, qui est le risque autonomie. Et donc, la meilleure façon de gérer un risque, c'est d'éviter qu'il ne se produise. Et donc, ce que vous évoquez sur la première vieillesse, ça nous intéresse particulièrement sur les politiques dites de prévention de la perte d'autonomie, comment faire en sorte qu'on vieillisse en France le mieux possible en pleine autonomie. La bonne nouvelle, et c'est le résultat de notre mobilisation collective depuis des décennies, c'est que les personnes vivent plus vieilles, mais vivent aussi plus longtemps en pleine autonomie. On a gagné 2 ans d'espérance de vie en pleine autonomie ces 10 dernières années. Donc c'est considérable, c'est important, et c'est autant d'évitement derrière de dispositifs spécifiques. Pour ce faire, on ne va pas revenir sur l'ensemble de l'écosystème qui le permet, mais on a besoin, nous, de mobiliser les personnes elles-mêmes. C'est l'alimentation, c'est l'activité physique, c'est la capacité à pouvoir anticiper les chutes. Les chutes sont les premiers motifs, vous le savez, de la perte d'autonomie sur le public qui est le nôtre. Et puis un deuxième niveau, c'est celui des ressources. Vous avez parlé des pairs aidants. Globalement, on sait que cette génération est celle qui s'investit aussi le plus dans la vie associative. Ce sont des bénévoles. Comment est-ce qu'on arrive à mobiliser cette ressource que sont les personnes âgées qui sont récemment retraitées pour qu'elles puissent participer en tant qu'actifs, cette fois-ci, du vieillissement, dans les politiques publiques de solidarité et globalement à la vie de la cité. Et je pense qu'à Paris, ça a encore plus de sens qu'ailleurs, vu la volonté et l'implication des Parisiens au quotidien. Oui, ben là je peux rebondir, mais j'allais dire exactement ça, c'est-à-dire que l'enjeu, effectivement, c'est au-delà de la prévention, pouvoir associer ces personnes, être en écoute de leurs attentes au bon moment, et puis de leur capacité peut-être à faire ce lien, justement, un lien d'âge, mais aussi un lien à tisser entre les personnes plus seniors et plus dépendantes et elles-mêmes, peut-être donc réussir à davantage les
attirer aussi dans nos dispositifs dont je parlais, dédiés, et puis à générer cette porosité qu'on appelle tous de nos voeux entre des dispositifs parfois encore trop cloisonnés. Puis je voulais rebondir aussi, je suis tout à fait d'accord, merci pour cette réflexion sur le rôle aussi des agents du service public, enfin de l'administration, qui ont d'ailleurs leur propre problématique aussi de vieillissement et d'accompagnement, mais c'est vrai qu'il y a un gros enjeu de sensibilisation de l'ensemble de nos agents à cette problématique-là, de la même manière qu'on a fait ce travail, je crois, sur les personnes en situation de handicap, où il y a vraiment eu les Jeux paralympiques aidant beaucoup aussi un changement de regard et une attention différente portée. De la même manière, je pense qu'il y a un gros travail de sensibilisation à faire pour que non seulement, encore une fois, les personnes, et elles le sont, sensibilisées, en charge des politiques publiques dédiées à ces publics, mais que toutes les autres soient aussi sensibilisées à ces questions. Ça me semble extrêmement important. Et pour finir de rebondir sur ce qui a été dit, que je partage sur la territorialisation, c'est une démarche qu'on a engagée, qu'on appelle comme ça d'ailleurs territorialisation, qui est en fait remettre les mairies d'arrondissement dans leur proximité aux habitants, vraiment au cœur de notre action. Et ce faisant, effectivement, on est beaucoup plus en mesure d'être à l'écoute des besoins très concrets et très quotidiens des personnes, et notamment des personnes les plus fragiles. C'était le but de la démarche. Et je crois que là aussi, les agents ont su adapter leur manière de faire à ça. Merci beaucoup. Alors du coup, j'avais une question qui rebondit un peu sur ce qu'on s'est dit avant. Mais Marie-Villette, vous êtes secrétaire générale de la ville de Paris, donc ça veut dire que là, on a parlé beaucoup de comment on crée des liens entre les différentes préoccupations, les différents services publics, etc. J'imagine que quand on occupe cette place, on est tout le temps tiraillé entre le fait de répondre à des dispositifs, de les mettre en place, et d'avoir l'obsession de continuer à trouver de la transversalité. Et que ça doit être un sacré casse-tête. C'est-à-dire transformer la monoculture en permaculture, pour le coup, ça doit être un casse-tête quotidien. Est-ce que ça avance positivement? Est-ce que vous trouvez qu'on trouve des solutions? Ou est-ce qu'au contraire, il y a encore beaucoup de points de blocage? Oui, c'est ce que je pointe depuis le début, ce sujet, l'articulation qui effectivement nourrissent bien mon quotidien entre des politiques publiques qui doivent fonctionner et rendre un service public qui est attendu, et en même temps continuer de porter aussi des projets de transversalité, et puis faire en sorte qu'on s'améliore sur tous les aspects. Je crois qu'on y arrive, oui, je crois qu'on s'améliore. Et là où je pense qu'il y a des raisons d'être optimiste, je le suis un peu par nature, mais c'est qu'effectivement, les défis qui sont face à nous, il y a quand même une manière d'y répondre qui est quand même à chaque fois la même, qui est ce rapport à la proximité, je le disais, donc comment on est davantage à l'écoute, comment on sait percevoir les signaux, y compris les signaux faibles de difficultés individuelles pour les gens, mais d'un service public qui fonctionnerait moins bien. Donc ce rapport au terrain, à la proximité, il vaut pour tout. Et puis je le disais aussi, l'apaisement qu'on recherche pour à la fois des notions de résilience, d'adaptation au changement climatique, d'apaisement, de sécurité routière, etc., en fait, vont aussi dans le même sens que d'améliorer la qualité de vie des habitantes et des habitants. Donc on peut être optimiste sur le fait qu'il y a des politiques publiques transverses qui permettent de cocher plusieurs cases d'enjeux sociétaux majeurs. Merci beaucoup. Sur cette manière de faire vivre tout ça, Nadège Guiraud, vous disiez que vous me parliez d'un tiers-lieu qui a été mis en place en Seine-Saint-Denis et qui justement tente de faire vivre ce travail de relation entre différentes générations sur un lieu autour de la question de l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors nous, on s'est retrouvés à travailler sur ce projet de tiers-lieu à Sevran, qui est un tiers-lieu lauréat d'un programme porté par le département de la Seine-Saint-Denis qui s'appelle Tiers-lieu autonomie dans mon quartier, que vous connaissez peut-être. Là, c'est mieux ? Plus devant. Et nous, on s'est retrouvés à travailler sur ce projet parce qu'on cherchait un peu des terrains de jeu pour tester des nouvelles formes de coopération entre acteurs publics et acteurs des territoires, notamment associations, acteurs économiques locaux, etc., autour de
ce que nous on appelle une approche par les communs. Comment des acteurs publics et privés peuvent se retrouver à gérer ensemble une ressource d'intérêt collectif et comment ça peut créer de la valeur et permettre de sortir finalement du tout public ou du tout privé. Et il se trouve que par un concours de circonstances, on s'est retrouvé à travailler sur ce terrain-là et c'était effectivement particulièrement intéressant parce que c'était un terre-lieu au rez-de-chaussée d'une résidence sociale. Le bailleur portait par ailleurs un projet de logement inclusif, donc il y avait une dimension très forte d'accompagnement de personnes en perte d'autonomie ou de personnes handicapées, et que du coup on s'est retrouvé à avoir des acteurs de l'autonomie à côté d'autres acteurs type compagnon bâtisseur, je ne sais pas si ça vous parle, un acteur de l'innovation sociale qui travaille notamment sur des problématiques de aider les personnes à réaménager leur cadre de vie ou leur logement, avec une épicerie sociale et solidaire portée par le CCAS, avec l'amicale des locataires, enfin un ensemble d'acteurs qui tout d'un coup se retrouvaient avec la perspective de gérer ensemble un espace et donc de croiser des activités et d'apporter de la valeur supplémentaire, parce que du coup les compagnons bâtisseurs, ils allaient pouvoir développer des activités auprès des personnes âgées pour les aider à pouvoir rester dans leur domicile et à maintenir à niveau leurs équipements. Enfin voilà, tout un tas de... Et alors là, vraiment, avec l'idée d'essayer de créer un cadre de coopération où l'acteur public, il est à côté des autres. Et chacun il contribue, et chacun a un usage et donc un intérêt à faire vivre et à prendre soin de ce commun. Et nous, on croit beaucoup à cette notion de commun comme boussole pour l'action publique et pour lui permettre de s'ouvrir davantage. Et donc, avec des enjeux aussi forts que celui dont on parle aujourd'hui, il me semble que c'est une nécessité. Merci beaucoup. Et alors, une dernière question, puis après je vais vous laisser peut-être la parole. J'imagine qu'en plus vous avez réfléchi par deux, donc vous avez plein de questions. Méline Lebaillon, je me dis, quand on est directeur de la CNSA, quelle part, parce que là on parle aussi de projets audacieux, parce qu'il faut quand même de l'audace, on l'a dit, pour faire bouger les lignes parfois, quelle part on peut laisser ou donner, accorder à l'audace? J'imagine qu'il y a plein de courants contraires, à la fois il faut gérer, il faut faire en sorte que ça continue, et en même temps on sent bien que si on n'est pas audacieux sur les projets qu'on évoque, ça bloque. Quelle part de l'audace pour 2050? L'audace, c'est la liberté, c'est éviter de trop cadrer. On a la chance d'être une caisse jeune qui peut se permettre aujourd'hui de lancer des dispositifs. On parlait avec mesdames les adjointes tout à l'heure du financement qui est fait au niveau de chaque territoire, département et ici à la ville de Paris sur les politiques de prévention de la perte d'autonomie. On donne un budget, on dit aux élus, vous connaissez vos territoires, vous connaissez les acteurs, on vous donne quelques idées, mais à vous de construire et d'innover localement pour construire ces politiques. Je pense que c'est ça qu'il nous faut construire. On parlait des tiers-lieux, même chose. À un moment, la CNSA s'est dit, c'est génial, les tiers-lieux, ça permet de reconstruire du lien social dans les EHPAD, dans les résidences autonomie, sur les territoires, sortir de l'isolement de ces résidences, de ces lieux d'hébergement pour reconstruire le lien à la cité. Donc on s'est dit, inventer les tiers-lieux. On n'a pas dit ce qu'était un tiers-lieu, on a dit inventer les tiers-lieux. Et ça, je pense que c'est une façon de faire confiance au terrain. On a une politique qui est éminemment territorialisée, on l'a dit tout à l'heure. Je ne pense pas qu'on pourrait renationaliser la politique d'autonomie. On a besoin de faire du sur-mesure selon la densité de population, selon l'histoire, selon les solidarités. On ne fait pas la même chose dans le nord que dans le sud de la France, très clairement en la matière. Il y a des pratiques, et dans les outre-mer, j'y étais encore il y a quelques semaines. Évidemment, la solidarité familiale est différente de ce qu'on connaît dans nos grandes villes. Donc il faut qu'on fasse confiance aux acteurs, et en même temps, il faut qu'on régule, parce que tout ça, c'est aussi de l'argent public. Donc c'est en général notre rôle CNSA, réguler pour que l'argent soit efficacement utilisé et en même temps faire confiance aux acteurs pour faire du sur-mesure sur les territoires. Merci beaucoup. Donc plus de liens, plus d'audace et plus de sur-mesure, c'est-à-dire à la fois peut-être sans doute être modeste et exigeant. C'est modeste parce que ça ne peut pas s'appliquer partout de la même manière, et exigeant parce qu'à chaque fois il faut reconstruire des liens qui fonctionnent pour faire du commun. Enfin, c'est un peu... Exactement, et c'est le sens de ce qu'on porte dans ce territoire comme partout en France désormais, c'est le service public qui dit départemental de l'autonomie, ici c'est parisien de l'autonomie, c'est comment on se
met ensemble autour d'une table. On a beaucoup parlé des services de la ville de Paris, évidemment ça a du sens ici, mais sans les acteurs de l'État, Agence régionale de santé, sans les acteurs de la sécurité sociale, du logement, etc. au sens large, on est en incapacité à répondre en fait aux besoins, parce que ce dont on parle, c'est un parcours de vie, il coche toutes les cases de ce que l'action publique peut construire aujourd'hui. On a parlé des acteurs privés, évidemment, ils sont essentiels et très présents dans notre discussion aussi. Donc c'est pour nous extrêmement important qu'on force les gens à se parler. Voilà, si j'ai un rôle aujourd'hui, c'est faire en sorte que partout en France, les acteurs publics dans un premier rang et les acteurs privés qui participent à nos politiques se parlent et construisent ensemble. Et puis décloisonnent leur action, tout simplement. Merci beaucoup. Alors, on a la chance d'avoir les planches de facilitation graphique de Clara Villard qui sont là. Donc, voilà, n'hésitez pas si ça vous donne des idées, si ça nourrit évidemment notre réflexion. Peut-être si quelqu'un a une question, envie de proposition, une réflexion, une contribution. Oui. Alors, vous avez un micro, si vous voulez, qui s'allume juste devant vous. En appuyant. Voilà, on n'a qu'à faire un tuto global. C'est ici, voilà. Vous avez tous un point rouge pour pouvoir parler dans le micro, si vous voulez prendre la parole. Moi, j'aurais des questions qui sont remarques. La première chose, c'est une approche homme-femme est nécessaire. Il y a beaucoup plus de femmes, elles ont beaucoup moins de moyens, etc., etc. Donc là, ça me manquait un petit peu. Il y a récemment une étude de Paris Région, le machin Paris Région, l'Institut, qui montrait que les femmes âgées avaient beaucoup plus de mal à trouver un habitat que les hommes. C'est je peux la vous retrouver, je ne sais plus quoi. Secondement, je croiserai toujours avec cette dimension homme-femme parce qu'elle est persistante. Les compagnons, compagnonnes possibles, premièrement, en majorité, ce sont des vieux eux-mêmes et surtout des vieilles. Bon, donc on le voit tant dans le care que dans la proximité que dans l'éducatif. Le second point sur l'adresse, c'est une chose fort intéressante. Je vous inviterai, je pourrais vous fournir si vous voulez. Bertrand Schwartz avait fait au moment où je commençais à travailler sur les vieux, un projet de mission locale pour les vieux. Donc ça ressemble un peu à ça, c'est-à-dire on y trouve tout, bon, mais adapté à une population vieux, et on pourrait y trouver tous les renseignements. Il y a les modèles qui existent en milieu rural de France Service, bus, car France Service, qui vont s'arrêter dans les villages, qui vont et là ça pourrait être dans les quartiers, et qui peuvent donner des renseignements et aider à tout les personnes qui n'y ont pas. Voilà. Sans ça, sur le troisième point, je ne peux pas vous dire parce que je ne suis pas service public, mais j'apprécie le fait qu'il faille le faire. Merci. Merci beaucoup. Si Où sont les dragons, si vous voulez répondre, n'hésitez pas. Peut-être donc. Alors, est-ce que ça marche cette fois? Ça marche. Ouais. Peut-être donc sur le sujet du fait qu'il y a une extrême féminisation des métiers du care. Quand on a pensé ce nouveau métier, c'était une attention qu'on avait de se dire comment est-ce qu'on peut aussi recruter des hommes qui pourraient devenir compagnons de vieillesse. Après, on n'a pas encore la solution, mais c'est en tout cas un point d'attention qu'on avait eu, oui. Merci beaucoup. Je rajoute que j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps. J'ai eu la chance de travailler à Bogota. Et à Bogota, ils sont organisés au niveau de la mairie, justement, sur cette question de la prise en compte des femmes en premier lieu, en constatant évidemment que celles sur qui retombe toute la question des aidants, souvent, ce sont les femmes qui sont les principales concernées. Et du coup, ils ont organisé toute une politique publique autour de cette question-là. Voilà. Ça donne matière à réflexion aussi, peut-être. Alors, est-ce que vous voulez répondre à cette question ou on prend une autre remarque ? Non ? Vraiment très très rapidement vous dire qu'en effet cette approche notamment sur les aidantes fait partie de ce que la stratégie nationale d'accompagnement des aidants a diffusé. On a besoin de faire en sorte que les femmes elles-mêmes considèrent que ce n'est pas leur rôle naturel que d'accompagner leur mari sur leur fin de vie et de reporter une partie de cette charge sur l'ensemble de la société.
On a encore trop peu d'aidantes et d'aidants au sens large qui se reconnaissent comme aidants, considèrent que c'est normal, c'est la vie en fait, je suis là pour ça. Donc il faut on les identifie, deux, qu'elles-mêmes assument de lâcher prise, et donc c'est le sens des ateliers aidants que l'on construit un peu partout. Et puis peut-être pour répondre sur la mission locale pour les vieux, comme vous le dites, le sujet c'est celui, en fait, on parle beaucoup du rendez-vous retraite. Voilà, quand j'arrive à la retraite, j'ai un rendez-vous, je sais quels sont mes droits, comment ça fonctionne. Aujourd'hui, le rendez-vous autonomie, ça n'existe pas. Comment j'anticipe le fait que peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, mon logement ne sera pas adapté? Quel sera le coût? Comment est-ce que je fais en sorte d'imaginer que ma vie actuelle ne sera pas exactement la même? Dans beaucoup d'autres étapes de la vie, on arrive à se projeter. Cette étape-là, elle est taboue parce que chacun d'entre nous a du mal à se projeter dans sa propre perte d'autonomie. Il ne serait peut-être pas inutile qu'on réfléchisse collectivement à cette organisation de rendez-vous autonomie. Voilà, une des pistes que je pose en prospective. Merci, et je souligne que l'étude, justement, met vraiment en avant ça, parce que vous avez interrogé un certain nombre de personnes qui essayent elles-mêmes de se projeter et de réfléchir à qu'est-ce qu'elles seront dans 20 ans ou 30 ans. Il y avait une autre remarque. En rapport à ce que vous venez de dire, et dans la prospective, moi je suis donc une jeune retraitée de l'UNESCO, et nous avons l'association des anciens fonctionnaires de l'UNESCO, et 5 ans avant la retraite, eh ben, on forme, entre guillemets, on apprend aux personnes, parce qu'on a toujours l'impression qu'on ne va jamais vieillir, et ben non, hein, on va devenir, ben là, j'étais surprise de me retrouver à la retraite, donc d'apprendre en fait, de faire cette prospective. Là, je vais être vieux. Qu'est-ce que je dois, où je veux habiter? Par exemple, si vous voulez avoir acheté une maison, à partir d'un certain âge, on ne peut pas acheter une maison parce que vous n'avez pas le crédit à la banque. Parce qu'à 50 ans, on va aller chercher un crédit de 20 ans, vous ne l'avez pas. Ça, et aussi, moi je connais une personne qui est partie à la retraite, elle adorait aller à Saint-Jean-de-Mont, les vacances c'est génial, et elle s'est dit, je vais finir ma vie à Saint-Jean-de-Mont. Elle a acheté une maison, au bout de 2 ans, elle a déprimé, elle est revenue à Paris parce qu'il n'y avait pas d'activité. En fait, il faut organiser cette quatrième vie, parce que pour les Japonais, c'est la quatrième, les Asiatiques, c'est la quatrième vie, c'est tous les 25 ans. Donc cette quatrième vie, il faut l'anticiper, pas arriver comme ça, comme une fleur. Et deuxième chose, je parle de ce que je connais, à l'UNESCO, on a la possibilité, on a créé un programme de volontaires, on nous appelle par rapport à nos domaines de compétences, parce qu'on a une richesse. Senghor disait, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc on a une compétence dans nos deux. Moi, c'était patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il y a chacun un domaine de compétence, de pouvoir l'utiliser, parce qu'on dit on est inutile. Non, on n'est pas inutile, on a des capacités, même si notre corps ne suit pas, on a des capacités qu'on peut transmettre aux jeunes générations. Donc c'est aussi à envisager. Merci. Merci beaucoup. Alors peut-être Marie-Villette, est-ce qu'on peut mettre en place des politiques publiques basées sur l'anticipation? Comment on fait pour anticiper et aider les gens à anticiper quand ils vous disent en fait moi j'ai pas envie d'y penser, Non, mais c'est passionnant. Enfin, c'est tout le défi. Je prends aussi le rendez-vous autonomique, je trouve très bon. De manière générale, je pense qu'il faut tisser le lien en permanence. C'est-à-dire, faut pas on voit bien que l'enjeu, c'est qu'au moment où on n'en a pas besoin, on sache déjà que ce lien existe, qu'il y ait des services publics, qu'on puisse y accéder, qu'on ait de la connaissance de l'écosystème, soit qu'on pourra mobiliser le jour où, soit même qu'on puisse mobiliser tout de suite. Donc c'est vraiment ce sujet de la porosité. Alors il y a des grands rendez-vous, et la retraite. Alors nous, pour nos agents, on prépare aussi nos agents au départ à la retraite parce que c'est un enjeu effectivement majeur. Donc là, c'est pour l'interne à la ville. Donc c'est quelque chose peut-être à ritualiser davantage. Mais effectivement, je crois qu'il faut réussir très en amont à considérer que le lien avec le service public, il doit exister avant le besoin impérieux, urgent, d'un besoin d'autonomie. Parce que quand on arrive pour une place en EHPAD, malheureusement, c'est déjà un peu tard. Et puis, il y a plein de questions qui n'ont pas été réglées en amont. Donc, c'est ça le défi qui nous est posé, effectivement. Mais je pense à nouveau qu'une des réponses, c'est cette proximité. C'est le fait qu'un habitant à Paris, et on parlait territorialisation, mais je le dis, je pense que ça vous parle tous, mais à Paris, le 16e arrondissement et le 19e arrondissement, c'est pas non plus du tout, alors c'est peut-être
un peu moins distincts que le Nord et le Sud. Je suis du Nord, moi, donc. Mais c'est très différent aussi, hein, sociologiquement, y compris en termes d'appréhension des services publics, de configuration des logements. On n'est pas du tout sur les mêmes... donc nous aussi, on a cet enjeu vraiment de proximité, et même si Paris est petit, même à Paris, on a cet enjeu de vraiment de la micro-proximité, de la ville du quart d'heure, comme on l'appelle, où on sait connaître des référents, des agents du service public à qui on peut poser des questions en amont du moment où on en a malheureusement besoin de manière plus urgente ou délicate. Merci beaucoup. Alors, oui, alors une dernière question, parce que Clara, il y a une planche qui va émerger, qui va surgir, c'est ça, à un moment donné? En complément? Non, mais c'est pour savoir. On va prendre une dernière question. Oui, bonjour, association Hold Up, l'association des vieux debout. Vous avez parlé du passage à la retraite quand on sort d'un organisme comme l'UNESCO. Le passer à la retraite, c'est vrai que ça paraît un enjeu difficile. Je l'ai passé, c'est acceptable. Il y a un deuxième enjeu qui est le passage au grand âge. Hold Up s'adresse à la deuxième partie de la retraite, et en particulier les dernières années de vie. Nous avons fait une enquête nationale sur quel cadre de vie pour mes vieux jours. Est-ce que j'ose me poser la question de l'endroit, de l'environnement où je souhaiterais passer mes dernières années de vie, années de vulnérabilité, années de santé fragilisée. Et nous avons commis un opuscule pour donner les résultats de cette enquête. Et surtout, nous avons été audacieux, puisque nous avons commis un deuxième opuscule sur le guide des bonnes questions. Quelles bonnes questions faut-il se poser quand on est dans l'anticipation, dans la prévention ? Et je vous donne juste une anecdote. Un des grands freins au changement chez les gens très âgés pour définir leur nouveau lieu de vie, c'est le frein du déménagement et le frein du tri de ses affaires. Voilà, c'était juste un témoignage. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, pardon, excusez-moi, on ne va pas avoir le temps de tout prendre. Je vais juste prendre la réflexion de la personne qui est là-bas, puisqu'elle avait levé la main. Je suis désolé, mais après, il va falloir qu'on avance, mais on aura le temps, puisque on aura le temps de rebondir dans les autres tables rondes. Bon. Oui, je ne sais pas si c'est pour cette table ronde ou pour la suivante, mais vous ferez le tri. Moi, j'ai plusieurs questions. Vous avez évoqué les rues aux écoles. Je partage tout à fait votre point de vue, que c'est autant pour les petits que pour les vieux. Mais ça manque de bancs, d'une part, et quand j'en demande dans mon quartier, on me répond que c'est pas fait pour ça. Bon. Alors ça, c'est pour la seconde table ronde. Donc je renvoie. Bon. D'autre part, ça manque également de toilettes publiques dans Paris, donc il faudrait en augmenter, parce que quand on est vieux, on en a davantage besoin que quand on est jeune. Je vais rapidement. Hein. Oui. Les stations de bus qui sont accessibles, heureusement, parce que les métros, il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais les stations de bus qui sont accessibles facilement pour les personnes malhabiles, d'ailleurs pas que les vieux, il suffit d'avoir une béquille, hein, qui ne sont pas respectées, notamment par les stationnements sauvages, y compris par la police, d'ailleurs. Si je peux me permettre, ça c'est vraiment le pile dans la seconde table ronde. Je fais juste une liste. Alors, prenez note de la liste pour la seconde table ronde, vous allez répondre à ces questions. Et il y a une troisième chose, c'est les piétons, les passages piétons qui n'ont pas de feu et qui ne sont absolument respectés par personne, ni les cyclistes, ni les bus, ni les voitures. Donc là, il faut faire quelque chose.
Bon, merci beaucoup. Alors, je crois quand même que Marie-Villette a envie de dire un mot. Et puis après, notez pour la suite. Je vais laisser les collègues suivants dire. Juste pour les toilettes publiques, c'est intéressant quand même ce que vous dites, parce qu'il y a 500 sanisettes publiques. On est la ville au monde où il y a la plus grande densité de toilettes publiques. Et on vient d'en changer. Ils sont entièrement accessibles, normalement nettoyés, évidemment, à chaque utilisation, etc. Donc c'est intéressant. Ça veut dire peut-être que soit mentalement, les personnes ne les voient pas comme des services qu'elles peuvent utiliser, alors que je vous confirme elles répondent à un cahier des charges extrêmement précis et de construction et d'entretien, et qu'elles sont accessibles à tous. Et il y en a 500 dans Paris, donc normalement vous n'êtes pas sans faire. Alors ça suffit peut-être pas, mais c'est de très loin le réseau le plus dense du monde. Voilà, c'est ça que je Un voulais dire. grand merci. Vous avez la planche graphique qui s'est enrichie, donc du coup ça permet pendant le moment de transition, si vous voulez jeter un œil, compléter, voilà, nourrir tout ce qu'on vient de se dire. Un grand merci à nos trois invités. Merci beaucoup et merci beaucoup à Où sont les dragons pour la présentation.